On organise un petit peu la soirée de cette manière. On organise des séances de travail cet après-midi où on a pu découvrir un petit peu les travaux conséquents qui ont été réalisés par notre hôte de la journée, le CFE du Nord, qu'on remercie encore. On aura l'occasion d'y revenir. La table ronde qui nous préoccupe aujourd'hui en 2 ou 3 temps. Un premier temps où on va essayer de balayer les différents sujets, questions, approches avec nos intervenants, et puis essayer de mêler un peu ça avec vos expériences personnelles. Donc il faudra lever le doigt, il ne faudra pas hésiter à prendre la parole, à questionner nos différents intervenants. Bref, c'est vraiment l'esprit de table ronde qui doit nous animer ce soir. Et puis on terminera vers 19h30 par la traditionnelle cérémonie de vœux de l'ordre, avec un moment de convivialité derrière. Donc je vais laisser le soin à Marie Strinkist d'introduire un petit peu le sujet pour qu'on travaille et qu'on s'écoute efficacement ce soir. Marie. Merci. Bon, je vais essayer de parler fort. Une petite intro, histoire de replacer en fait cette rencontre dans la démarche qui est chère au Conseil et à l'Ordre des Hauts-de-France. Donc pour vous remettre un peu dans l'histoire de notre Conseil original, nous avons en fait des groupes de travail. Ces groupes de travail se sont attachés à s'accaparer différents sujets, donc la transition écologique pour certains, les marchés privés pour d'autres, X sujets, et notamment un qui nous a tenu aussi à cœur et qui est vraiment proche de notre région, qui va s'intituler au départ « Habiter, travailler, traverser ». Petit à petit, en fait, de plus en plus se tourner vers les friches, vers la question du réemploi, vers la réhabilitation, et finalement, on va dire avec ces Hauts-de-France qui recèlent en fait de friches, tantôt agricoles, industrielles ou commerciales, on a en fait un sujet, un vrai sujet à traiter. Au-delà de cette volonté de traiter la question de la friche, notre conseil a aussi voulu en fait retisser les liens. Donc, nos liens avec les différents partenaires, les CAUE, l'école d'archi, les entreprises, les confrères, nos partenaires, la MAF, la FFP, etc., toutes les fédérations, des entités possibles, en disant voilà, nous, on amène un sujet, est-ce que ce sujet nous interpelle, est-ce que ce sujet peut donner lieu à rencontres, et au-delà des rencontres, surtout provoquer des discussions. Donc aujourd'hui, vraiment cette table ronde sur les réemplois fait un peu finalement la suite logique des précédentes rencontres. Donc d'abord, avec les maisons de l'architecture, nous avons voulu sensibiliser à la question de la friche, avec des projections de films sur le site qui s'appelait Cinéfriche, donc ouverte aux écoles, je parle vraiment des écoles primaires, qui sont aussi dans les maisons d'architecture, les collèges, les lycéens, les élus, les habitants. Et ensuite, de cette sensibilisation, on a voulu encore une fois aller à la rencontre, amener cette fois-ci des élus locaux, politiques au sens large et au sens noble du terme politique, au sein même de l'école d'architecture, de paysage et d'architecture de ville, pour en fait leur faire entendre la culture qui formait en fait nos architectes des Hauts-de-France. On a donc ce lien particulier au territoire, au paysage, à l'urbanisme. Et il nous a donc semblé que cette table ronde sur les réemplois était un peu mieux placée au cœur du CE 59. Et donc de ce fait, une brochette de partenaires avec qui on a pu travailler sur d'autres sujets, à qui on a proposé en tout cas cette rencontre. Et voilà, je vous souhaite une bonne table ronde et j'attends que tout le monde participe. Merci. Merci. Michel Pien, qui est la question du réemploi, pose un certain nombre de questions de risques, c'est pas nouvelle, chargé d'affaires à la Socotec, qui a précisé un peu le rôle
dans toutes ces questions de réemploi. Marc Bernard, on ne présente plus, qui va peut-être nous dire qu'enfin les grandes entreprises sont vertueuses sur le sujet. Marie Blancard, qui est peut-être la plus légitime ce soir, puisque j'ai regardé le diaporama avant que vous le découvriez, et c'est vrai que ça fait un certain nombre d'années que tu travailles sur ces questions. On y reviendra en images tout à l'heure. Pierre Bouisset, qui nous vient de la Somme, mais on verra que dans les sujets, en tout cas les exemples dont il s'est emparé, il rayonne largement au-delà de la région, et on ira, je crois, du côté du Havre découvrir un projet un peu emblématique sur ces questions de réemploi. Damien, qui est presque le local de l'État, qu'on ne présente plus avec le collectif des Saprofis, qui depuis longtemps œuvre sur la métropole, sur ces questions. Et donc Maxime Lemaitre, qui est un entrepreneur plutôt dans le versant sud de la région, qui, vous le verrez, a mis en place une filière de réemploi complet autour des hangars agricoles. Un sujet qui peut paraître anecdotique, mais là où il le maîtrise et il le construit depuis 4 ou 5 ans, ça ne l'est pas. Je vais interroger nos différents intervenants et vraiment après noter, ne rentrez pas les questions, on pourra effectivement les interpeller les uns et les autres. Je vais commencer par Michel Klein, le responsable, le directeur général adjoint de la MAF. J'imagine que être assureur aujourd'hui avec ces nouvelles questions qui surgissent autour des nouveaux matériaux, autour de ces filières qui se construisent, ça doit être un véritable casse-tête. Bonsoir. Alors, c'est un casse-tête, je pense, pour tout le monde, parce qu'effectivement, face à l'assureur, il y a un certain nombre de productions nouvelles avec des matériaux qui ont déjà vécu quelques décennies, voire plus pour certains. Et donc, il y a une question d'assurabilité. Et il faut savoir, effectivement, tout à l'heure on parlait de légitimité, c'est vrai que je regardais aussi ce que vous faisiez, et c'est très intéressant. Mais la MAF, ça fait à peu près 15 ans qu'on s'occupe de la question du réemploi. On a travaillé avec Encore Heureux il y a quelques années, on avait d'ailleurs avec Hippolyte par là, on avait écrit une partie de leur bouquin sur la responsabilité. Donc ça veut dire que c'est un sujet qui nous intéresse et nous préoccupe depuis quand même quelques années, et bien avant qu'on en parle. Tout simplement pour vous dire que, paradoxalement, je ne devrais pas, si j'étais un assureur à peu près normal, m'inquiéter plus que ça, puisque tous les assureurs de la place aujourd'hui ont décidé que le réemploi était la technique non courante. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le réemploi n'est pas assuré sans avoir une dérogation de son assureur. Je dirais heureusement pour nos adhérents ou malheureusement pour la MAF, je ne sais pas comment on peut dire, nous n'avons pas dans nos polices d'assurance, et nous sommes le seul assureur aujourd'hui en France à pouvoir clamer cette absence totale de clauses de ce type-là, de clauses de technique non courante. Ça veut dire que les architectes, les bureaux d'études assurés auprès de la MAF ou ROMAF n'ont aucune contrainte en matière d'utilisation du réemploi. Donc, vous comprendrez pourquoi je m'inquiète énormément, effectivement, de la situation, puisque, évidemment, si seul l'architecte et son assureur sont présents au moment du sinistre, évidemment qu'il y a un gros risque de prise en charge par l'architecte et son assureur des conséquences d'un sinistre lié au réemploi que l'assureur de l'entreprise, voire d'un autre maître d'œuvre au bureau d'études, n'acceptera pas de couvrir. Voilà. Donc oui, c'est un sujet pour les assureurs. Oui, les assureurs ont pris une position aujourd'hui, c'est-à-dire c'est de la technique non courante, donc ce n'est pas couvert par les polices d'assurance. Et donc si on est là aujourd'hui à essayer de mettre en place, et moi je travaille beaucoup avec nos collègues assureurs, je fais partie des groupes de travail sur le sujet, j'ai fait venir des architectes qui font du réemploi pour leur montrer que c'est possible avec une certaine méthodologie. Et on est au tout début pour les assureurs. Les assureurs commencent à s'y intéresser parce que les pouvoirs publics poussent, derrière aussi, hein, il y a des réglementations aujourd'hui qui ne sont pas impératives mais qui font énormément de volontarisme, effectivement. Et il faut savoir effectivement que les assureurs vont être poussés par les pouvoirs publics à regarder le dossier d'un peu plus près. Il y a un certain nombre de groupes de travail qui existent avec l'agence qualité construction. On a le fameux projet Spirou, hein, où on a 10 thèmes qui sont actuellement à l'étude, somme de choses, mais ça ne sera certainement pas avec ce qu'il y a aujourd'hui dans les tuyaux qu'on va faire de la masse et massifier en tout cas la massification du réemploi. Donc il faut effectivement aujourd'hui que la filière se structure. Les architectes sont des prescripteurs, on le sait.
mais ils ont intérêt aussi à se protéger, parce que moi je suis également aussi, et c'est paradoxal, l'assureur qui a le plus de dossiers aujourd'hui à gérer en amont auprès de ses assurés, parce que qu'est-ce qui se passe? J'ai un contrôleur technique à mes côtés, mais il se passe que souvent l'architecte avance un petit peu en ignorant toutes les difficultés qu'il va y avoir en matière d'assurance, et que le contrôleur technique, au bout d'un moment, il met son veto, parce qu'il est désigné trop tardivement, et que lui estime que ça ne sera pas assurable. Et donc il arrête effectivement toute la procédure de mise en place de réemploi sur certains projets. Nos adhérents qui ont des contraintes vis-à-vis de leur maître d'ouvrage nous saisissent de ces dossiers-là pour essayer de les aider à essayer de mettre en place, débloquer la situation. C'est pour ça que je me retrouve face à des maîtres d'ouvrage publics, notamment, qui aujourd'hui ont cette volonté de faire du remploi, et face à effectivement un certain parterre de juristes, de techniciens, et il va falloir essayer de trouver des solutions pour que ce soit possible. Donc l'idée c'est d'anticiper au maximum. Voilà. Donc ça sera possible, mais avec beaucoup d'anticipation, et avoir la volonté de rendre le remploi sous forme de technique courant. Ça va être de mettre en place un nombre de règles professionnelles, comme on a pu le voir pour la paille par exemple, en isolation. Et la paille d'isolation, la MAF a été le premier assureur à porter le projet, également en assurant les architectes avec un partenariat qu'on avait fait avec la MAF, la Mutuelle des Artisans, pour avoir quelques entreprises qui étaient aussi assurées par la MAF pour ce type de travaux avant même qu'on ait des règles professionnelles. Je parle de ça il y a plus de 20 ans. Voilà. Donc nous, on est paradoxalement le seul assureur qui n'a pas de contraintes dans ses contrats, mais qui est le plus actif pour que l'assurance puisse se passer le mieux possible, parce que, évidemment, si les autres ne sont pas assurés, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que l'Insolidum, je ne sais pas si vous savez, on parle d'Insolidum, certainement vécu. Alors, je vais vous en parler 2 minutes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous avez une décision de justice, le juge vous condamne Insolidum. Voilà. C'est-à-dire que vous avez 5 parties, un architecte, un BET, un contrôleur technique, une entreprise, et puis un autre acteur qui peut être un paysagiste, je ne sais quoi. Ces 5 acteurs vont être considérés comme ayant évidemment concouru à la réalisation du dommage. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'architecte est quand même le bouc émissaire dans les déclarations, puisque comme c'est Dieu, je dirais juste en dessous de Dieu, parce qu'on va quand même laisser à sa place, évidemment, il a toujours omis de donner le bon conseil, de vérifier la bonne chose. Donc on a un devoir de conseil très élargi chez l'architecte. Le contrôleur technique est pas mal aussi placé, mais lui, beaucoup plus protégé par la normalisation de ses missions. Et on va avoir effectivement un juge qui va condamner l'ensemble des acteurs à une condamnation insolidum. Bon, insolidum, c'est une solidarité qui n'est pas contractuelle. Ça veut dire qu'en droit français, la solidarité ne se présume pas, elle doit être voulue, mais dans le domaine de l'insolidum, c'est le juge qui décide qui va vous condamner insolidum. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que le maître d'ouvrage qui va avoir cette condamnation va pouvoir recourir l'intégralité de la condamnation sur un des acteurs, à cet acteur de se retourner contre les autres. Alors évidemment, si seul l'architecte est assuré et solvable par le biais de son assureur, aujourd'hui, évidemment, dans beaucoup de dossiers, la MAF est le principal acteur qui va venir prendre en charge l'intégralité de la condamnation et faire ses recours contre les co-condamnés. Mais si les co-condamnés ne sont pas solvables et pas assurés, évidemment, c'est la MAF et son assuré qui va prendre l'intégralité du sujet. Un exemple, à l'hôtel Coste à Paris, il y a quelques années, nous avons été condamnés insolidum à 7 millions d'euros avec un assuré, avec une entreprise assurée dans une société d'assurance qui a pignon sur rue. Le montant de garantie de l'assurance de l'entreprise était 300 000 euros, elle était 100% responsable. Le tribunal judiciaire de Paris nous a condamné insolidum avec 0% de responsabilité. On a fait appel et on nous a mis 10% pour nous dire bon, mais maintenant tu as 10%, tu te tais. Voilà. Donc 10% de responsabilité ou 5% de responsabilité peut vous apporter la prise en charge intégrale du sinistre. Voilà la vraie question qui, pour nous, aujourd'hui, nous intéresse, c'est de se dire oui, le réemploi, oui, il y a certains matériaux ressourcés qui n'ont pas d'avis technique, mais prenons les choses en main très en amont pour être sûr que tout le monde pourra prendre en charge le risque, en sachant qu'en France, la loi Spinetta, notamment pour la décennale, ne vous autorise pas à faire signer à un maître d'ouvrage une quelconque décharge de responsabilité. Toute clause qui viendrait limiter l'application de la loi Spinetta serait nulle et non avenue. On n'a pas la possibilité de donner au maître d'ouvrage une part de responsabilité. Ce n'est pas possible. Donc ce ne sont que les constructeurs qui doivent assumer les risques en matière de responsabilité décennale.
Je l'avais dit, on commence très fort, on va refroidir un peu. C'est pour un peu poser le cadre. Voilà. Après, évidemment, ce que je dis, c'est que c'est possible puisque je l'ai vu et je le soutiens. Je le soutiens, mais je pense qu'il faut que les acteurs, chacun puisse agir en connaissance de cause. Et il y a de bonnes raisons pour lesquelles les assureurs s'inquiètent. Parce qu'il y a quand même un vrai sujet. Il n'y a plus de fabricants. C'est-à-dire qu'on n'a plus de recours. Alors, le fabricant, je vous rappelle qu'il n'est pas soumis à la loi Spinetta. Il n'est pas constructeur au sens du Code civil, mais n'empêche qu'on peut faire des recours contre lui. Donc, on a quand même des possibilités d'aller chercher un fabricant à responsabilité sur son produit. Là, je suis désolé, mais malheureusement, le fabricant, on n'ira pas le rechercher. Donc, il faudra... Et le premier responsable de ce produit de réemploi, c'est le poseur. Donc, l'entreprise. Donc, l'entreprise qui va poser devra assumer effectivement la pérennité de ce matériau, pendant 10 ans à côté de la réception. Il ne pourra pas dire c'est du remploi, je n'assume pas, ce n'est pas mon problème, ça ne me regarde pas. Nous, à la MAF, on a aujourd'hui un sinistre principal en matière de réemploi, c'est le problème de radiateurs qui ont été mal stockés de réemploi et qui sont fuyards au moment de la remise en eau. Évidemment, sur plusieurs dizaines d'appartements, ça peut devenir un sinistre un peu inquiétant. Voilà, donc oui, effectivement, ces questions-là, elles sont réelles. Il y a effectivement un problème de qualification de ce matériau. Qui va qualifier que le matériau est potentiellement utilisable pour refaire une décennale derrière? Ce n'est pas l'architecte qui peut s'engager sur la pérennité d'un matériau. Moi, j'ai eu quand même un problème en Alsace où on demandait à l'architecte d'aller vérifier chaque pierre, une à une, ce qui est totalement improbable. Voilà, donc oui, effectivement, il y a un vrai sujet sur la pérennité de ces matériaux pour pouvoir assumer une nouvelle garantie décennale. Celle-là, elle est malheureusement incontournable. Pas de participation du maître d'ouvrage dans le tour de table, sauf si vraiment on avait un maître d'ouvrage professionnel qui pourrait, à ce stade, considéré par les tribunaux comme étant totalement conscient de la situation. C'est quand même très à la marge. Et deuxièmement, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas de filière structurée sur le sujet. Les assureurs sont les premiers à expliquer que, il faut déjà avoir peut-être une sorte de diagnostic obligatoire. Alors, il y a le PEMD aujourd'hui qui existe, mais pour certaines catégories de bâtiments. Donc ça, je vous rappelle pour certains architectes que c'est quand même obligatoire depuis le 1er juillet, et beaucoup ne le savent pas, donc il faut rappeler. Ce diagnostic, il est effectivement pour certains bâtiments, plus de 1000 mètres carrés, enfin de surface plancher. Enfin bon, tout ça, c'est des diagnostics qui sont intéressants. Il y a également derrière, pour les assureurs, la nécessité d'avoir une qualification de déconstructeur et non pas de démolisseur. C'est-à-dire qu'on ne récupère pas des matériaux de réemploi comme on fait une démolition sur un bâtiment. Donc ils souhaitent que ces qualifications existent. Et puis derrière, vraiment, le point crucial, ça va être qui va qualifier le matériau et sa possibilité de refaire avec... Évidemment, je vous rappelle que du réemploi, peut-être qu'on ne l'a peut-être pas dit pour certains d'entre vous, mais une porte reste une porte. Ce n'est pas du recyclage. Souvent, on fait la confusion. C'est vraiment avoir une fenêtre reste une fenêtre. Alors évidemment, les assureurs sont tout à fait favorables à ce qu'une porte coupe-feu devienne une porte intérieure, que des vitrages puissent être utilisés en intérieur. Il va falloir effectivement à chaque fois requalifier le matériau sur sa capacité à remplir sa fonction à l'endroit où on va le mettre avec, malgré tout, une utilisation exactement similaire, avec un effet dégradé à l'utilisation d'origine. C'est ça le réemploi. Donc, alors, mais du coup, vous évoquiez tout à l'heure un arsenal législatif et réglementaire qui aujourd'hui est assez volontariste. On voit se profiler quand même un certain nombre d'étapes un peu incontournables dans les mois, les années qui viennent, qui vont rendre effectivement, notamment sur la commande publique, la question du réemploi quasiment incontournable. Vous avez une ou deux étapes en tête? Aujourd'hui, il n'y a pas d'étape claire sur l'obligation au recours du réemploi, si ce n'est que la RE 2020 est très favorable. Donc il y a un certain nombre d'incitations fortes, et je pense que ces choses-là sont aussi à prendre en compte pour un maître d'ouvrage et pour la maîtrise d'œuvre. Donc oui, il y a des incitations fortes. Maintenant, on n'a pas d'obligation stricte à faire du réemploi. D'abord parce que la filière n'est certainement pas suffisante. Je vois beaucoup d'architectes sont de plus en plus intéressés au sujet, mais ont beaucoup d'obstacles. Donc il va falloir vraiment que cette question-là soit prise en main aussi par la maîtrise d'ouvrage, qui ne se rend pas compte de la charge que ça peut être pour un maître d'œuvre, architecte, de faire du réemploi. Aujourd'hui, tous les architectes avec qui j'en parle
ça reste pour eux un vrai parcours du combattant. Parce qu'effectivement, dans leurs convictions, et je pense que personne aujourd'hui pourrait dire je suis contre, on est tous favorables à réutiliser des matériaux qui peuvent effectivement revivre une nouvelle période, mais il faut effectivement que ça ne soit pas toujours au détriment du maître d'œuvre, et c'est ça la question. On n'a pas d'étape. Après, il faut savoir aussi que les assureurs, aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a à peu près 10% aujourd'hui des normes qui sont obligatoires par le Code de la construction d'habitation ou des textes réglementaires, mais il y a 90% des normes qui sont purement de la création d'assurances, de fabricants. Voilà, des DTU, ce ne sont pas des règles obligatoires, c'est des règles volontaires. Elles sont contractualisées, donc elles deviennent obligatoires, mais la contractualisation a encore rappelé il y a quelques mois, un DTU n'est pas une norme obligatoire. On n'a aucune obligation d'appliquer les DTU, je ne vous dis pas de ne pas le faire, hein, c'est pas tout ça mon propos, attention. Mais aujourd'hui, on est quand même dans un monde où, malgré tout, les contraintes, elles ne viennent pas nécessairement que des pouvoirs publics. Dernière question. Vous voyez forcément les dossiers plus compliqués, peut-être l'aspect, enfin la tonalité un peu négative là, du propos au départ, prudent, on va rester sur la prudence. Vous auriez en tête deux dossiers qui aujourd'hui vous ont posé des difficultés, qui mettaient effectivement en jeu des questions de réemploi et qui du coup pourraient servir d'exemple à ne pas suivre. Vous parliez de l'hôtel Coste tout à l'heure. L'hôtel Coste, c'est pas du réemploi, voilà. C'est simplement pour parler de l'insolidité. Sur le réemploi. Voilà. Alors le réemploi, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a une sinistralité qui existe, puisque d'abord, quand vous en parlez avec les assureurs, ils vous expliquent qu'ils n'ont aucune demande de leurs assurés. Donc, ça me surprend, puisque moi, je suis sollicité par un certain nombre de nos adhérents. Je dis, je suis allé à Strasbourg, je suis allé du côté de Rouen, je suis allé au Havre. Enfin, du réemploi, à Rennes, il y a un grand foyer de réemploi, et avec Hippolyte, on est allé voir des adhérents à Rennes qui faisaient du réemploi. Mais à chaque fois, nos adhérents nous expliquent que malgré tout, ils sont très vigilants et qu'ils l'utilisent dans des conditions qui ne nécessitent pas nécessairement de mobiliser la garantie décennale. À mon avis, ils sont aujourd'hui dans cette posture-là. Or, l'objectif, à terme, c'est quand même d'essayer de massifier de façon plus importante sur beaucoup plus de postes que simplement... moi, les adhérents m'appellent en me disant je vais faire la réutilisation d'une porte que j'ai. Ils me disent est-ce qu'il faut une extension de garantie auprès de l'entreprise. Je leur dis surtout ne commencez pas par là parce que le temps que ça arrive, votre chantier il sera terminé. Donc il y a aussi effectivement aujourd'hui une sorte de réemploi qui se fait sans nécessairement que ça puisse se voir vraiment. Donc les entreprises ne font pas la démarche, sans compter que beaucoup d'entreprises font du réemploi depuis toujours et que personne ne s'est posé de questions jusqu'à présent et qu'on risque aujourd'hui d'éveiller chez les assureurs une certaine curiosité. Et je suis convaincu parce qu'il y a un cas quand même qui est assez, j'en ai parlé avec certains assureurs, où c'était pas posé la question, mais quand on fait, qu'on démonte une toiture, une couverture pour refaire une charpente, et qu'on réutilise des tuiles ou des ardoises qui ont déjà existé et qui ont été nettoyées et remises en place, aujourd'hui, avant on n'aurait jamais rien demandé à personne, aujourd'hui c'est du réemploi. Voilà. Donc des choses dont on ne se préoccupait pas avant, aujourd'hui on va compliquer certainement l'approche assurantielle par les assureurs, et je pense que les experts qui sont souvent les yeux de l'assureur, les experts vont être de plus en plus attentionnés par ces aspects-là. Ils seront de plus en plus amenés à dire à l'assureur « Ah, ben, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de fabricant, qu'on est sur des tuiles ou des briques de remploi. » Et donc c'est là où nous, on va commencer à avoir la vraie difficulté, c'est que l'assureur va pouvoir potentiellement, comme c'est le cas aujourd'hui sur les techniques non courantes pour des immeubles avec des matériaux neufs, hein. J'explique par exemple que nous avons aujourd'hui un bâtiment emblématique à Montpellier qui s'appelle l'Arbre Blanc. On a quand même aujourd'hui des sinistres sur un certain nombre de lots où nous avons des refus de garantie des assureurs parce qu'on est sur la technique non courante. Des fermetures automatiques de volets, des choses comme ça qui ne fonctionnent pas. Il faut savoir que les gens restent coincés sur leur terrasse. On a pour 1 million et quelques de sinistres liés à ces problèmes de matériaux défectueux. Et on a un refus de garantie de l'assureur de l'entreprise qui a posé, au motif qu'on est sur des réemplois. Pas du réemploi, sur de la technique non courante, excusez-moi. Mais notre risque, il est là. C'est de dire, d'avoir cette extension des refus de garantie que l'on voit quand même, nous, à la MAF, aujourd'hui, on estime à peu près à 20% de nos règlements sinistres qui correspondent à la part des autres qui ne sont pas assurés. Donc il ne faudrait pas que ces 20%, je fais toujours ce parallèle avec
J'ai un frère qui est directeur d'hypermarché qui m'explique que quand on a des gens qui piquent dans les magasins, c'est inclus dans les prix. Voilà, il y a un pourcentage pour le vol. Et bien là, c'est un peu ce que payent les architectes pour les gens qui ne sont pas assurés correctement pour leur activité professionnelle. Un acte philanthropique. Camille, alors comment ça se passe quand on est contrôleur et que on est amené à accompagner des projets, des chantiers où il y a effectivement du réemploi plus ou moins massivement? Alors, je vais me présenter aussi et puis replacer mon métier. Je travaille effectivement chez Socotec, mais dans une filiale qui s'appelle Socotec Immobilier Durable. Et je m'occupe plutôt de projets avec des certifications environnementales ou maintenant aussi du réemploi et de l'économie circulaire. Donc je travaille effectivement avec des contrôleurs techniques chez Socotec, mais ce n'est pas mon métier principal. Pour parler de ce que vous disiez tout à l'heure, par contre, on a développé chez Socotec des missions qu'on appelle de qualification des matériaux, parce qu'effectivement, un contrôleur technique, son métier est très réglementé, il doit donner un avis sur un référentiel donné, et donc à partir du moment où on a un matériau de réemploi, on sort de ce référentiel. Donc la solution aujourd'hui, c'est potentiellement d'avoir cette mission de qualification qui est faite par une autre personne que le contrôleur technique, puisque sinon il serait partie prenante, mais on a des compétences chez Socotec pour le faire. Et l'idée, c'est déjà de pouvoir définir quel est l'usage du matériau de réemploi. On disait tout à l'heure, une porte coupe-feu, si ça est utilisé mais pas en porte coupe-feu, déjà on s'enlève aussi, on se retire une épine du pied. Donc la première étape, ça va être de définir quel est l'usage qu'on va en faire. Et ensuite, du coup, définir quelles sont les règles sur lesquelles on peut se baser et définir une méthodologie, finalement, pour qualifier ce matériau de réemploi pour un usage donné et pour un projet donné. Donc, c'est vraiment une mission qu'on fait à chaque fois pour un matériau et un projet. Et ensuite, ça donne lieu, soit on essaie de retrouver des documents, on fait faire des tests aussi, on définit un échantillonnage, et suite à ça, on peut donner un avis favorable ou défavorable d'utiliser ce matériau de réemploi. Et c'est finalement cet avis-là qui est donné au contrôleur technique, qui du coup peut se baser sur cette analyse qui a été faite pour finalement émettre un avis favorable. Il y a un point qui est important aussi, c'est que, vous le disiez tout à l'heure, hein, les architectes travaillent sur un matériau de réemploi, le contrôleur technique arrive, et puis finalement ils arrêtent tout parce que ça n'a pas été échangé assez tôt. Donc ça, c'est un point important, c'est que le contrôleur technique doit être missionné le plus tôt possible du coup, dans l'opération et l'avertir rapidement qu'il y aura du réemploi sur le projet. Donc ça, effectivement, c'est un des sujets, je rebondissais sur ce qui avait été dit juste avant. Et donc du coup, pas seulement des fonctions de contrôle aujourd'hui, avec la filiale que vous évoquiez tout à l'heure, oui. Vous accompagnez également soit en AMO, soit effectivement en expertise sur d'autres sujets. Alors tout à fait. Nous, du coup, dans notre filiale Socotec Immobilier Durable, on réalise d'abord des diagnostics PEMD, donc produits, équipements, matériaux, déchets, qui est réglementaire, et également des diagnostics qu'on appelle ressources. Donc le diagnostic ressources, il n'est pas réglementaire et il s'intéresse vraiment qu'aux matériaux qui pourraient être réemployés. Donc on a des demandes de clients qui ne sont pas soumis au diagnostic réglementaire, qui font ce souhait-là de faire un diagnostic ressources. Et ce diagnostic, il va aller beaucoup plus loin que le diagnostic réglementaire sur la caractérisation déjà du matériau, donc de son état, de sa référence, sa couleur. On va essayer de répertorier déjà un maximum de choses pour ensuite pouvoir identifier si ces matériaux peuvent être réemployés dans le cadre du projet ou mis en vente ou encore donnés. Donc ça, c'est la première étape qu'on réalise chez Socotec et qui est une étape importante. Et ensuite, on a des missions effectivement d'AMO réemploi. C'est un nouvel acteur dans ce parc de construction. Alors, le maître d'ouvrage fait déjà appel à nous en tant qu'AMO sur des certifications environnementales, par exemple. Et là, on le voit bien que sur le réemploi, il y a besoin d'un autre acteur. Tout ne peut pas reposer sur le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage non plus. Et notre rôle, du coup, c'est vraiment d'accompagner le maître d'ouvrage, d'être à ses côtés sur ce sujet de réemploi, d'être aussi aux côtés du maître d'œuvre et de pouvoir du coup travailler ensemble pour identifier les différentes ressources,
les différents acteurs locaux et puis également rassurer le maître d'ouvrage sur l'utilisation de matériaux de réemploi. Même avoir des échanges aussi en amont avec les assureurs. Des sujets qu'on traite. Donc sur un même projet, vous pouvez être à la fois effectivement ressources en amont et puis avoir la mission de contrôle. De contrôle technique, ouais. Alors oui, on est 2 filiales différentes et ça fait forcément 2 personnes différentes. Un contrôleur technique ne fera pas de mission d'agro-réemploi, on est vraiment bien dissociés. Vous nous aviez préparé quelques images sur les autres fonctions qui sont les vôtres. Alors du coup, je ne vois pas de retour, mais pardon, je vous laisse dérouler un petit peu. Vous parliez de ces diagnostics ressources, il y a d'autres fonctions, vous parliez aussi de certification environnementale, lesquelles par exemple? Oui, alors nous on accompagne sur les projets de certification HQE bâtiment durable par exemple, ou après certification BRIM aussi, dans lequel il y a déjà cette demande de diagnostic qui est faite dans l'une des exigences. Et également chez Socotec, on a développé un label qui s'appelle EcoCycle sur l'économie circulaire. On voit effectivement qu'aujourd'hui c'est un des sujets d'avenir aussi. Donc le réemploi fait partie de l'économie circulaire, mais c'est pas le seul levier pour construire mieux. C'est derrière du vous coup, aussi. oui, je vois un petit peu là. Vous pouvez avancer du coup effectivement encore. Il y avait une présentation de Socotec. Alors ça peut être ce que je disais tout à l'heure, un peu le rôle de l'AMO qu'on voit en haut à gauche, qui accompagne le maître d'ouvrage. Il y a également le rôle du diagnostiqueur PEMD et on voit les différents acteurs dans la construction. Alors, on peut passer encore à la slide d'après. Il y en avait quelques-unes. Et il y a un lien avec les filières justement de valorisation, toute la filière industrielle qui existe déjà ou qui sont en train de se développer? Alors nous en tant qu'AMO, le but c'est de recenser effectivement tout ça et de trouver tous les acteurs. Alors c'est vrai que aujourd'hui c'est une filière qui est vraiment en développement, qui est aussi très différente d'une région à l'autre, parce que du coup, Socotec, on est répartis sur tout le territoire national. On est plusieurs experts dans le domaine, dans plusieurs métropoles, et on se rend compte qu'en fonction des métropoles, on parlait de Rennes tout à l'heure, qui a bien développé, on voit que la filière s'est structurée parfois de manière assez différente et un peu disparate. Donc c'est un gros travail aussi de recenser tous les acteurs locaux, et on voit bien qu'il y a encore des choses à faire sur le sujet. Là, effectivement, il y a une slide sur le booster du réemploi. Donc, Socotec fait partie du booster du réemploi. Donc, on contribue aussi à essayer de faire monter en compétences tous les domaines. Dans le booster du réemploi, il y a effectivement des assureurs, les architectes et les bureaux de contrôle pour essayer de massifier justement le réemploi aussi à l'avenir. C'est incubateur. Oui, aussi. Okay. Merci Camille, on reviendra tout à l'heure vous embêter. Ça me paraît bien compliqué ces histoires de réemploi. Comment on fait dans la pratique quand on est une entreprise générale? Bonsoir à tous. Alors, pardon, je suis Marc Bernard, je suis directeur général adjoint de Rabot-Tilleul et délégué pour les Hauts-de-France du syndicat EGF. EGF, c'est Entreprise Générale de France, qui dans les Hauts-de-France rassemble 11 acteurs, grandes et moyennes entreprises qui portent des projets TCE et qui, sur l'ensemble du territoire français, rassemblent à peu près 40 acteurs. Alors nous, Entreprise Générale, et puis je te donnerai quelques exemples à partir de l'exemple que je connais bien, qui est celui de Rabot-Tilleul, on a une vocation d'ensemblier, c'est-à-dire qu'on essaye, c'est notre jeu, et vous le savez bien, d'être présent le plus en amont pour participer avec vous, architectes, à la conception du projet, de faire en sorte que on ne soit pas dans une logique, j'ai souvent tendance à dire, un peu d'opposition de la loi MOP, mais d'être plutôt dans une logique partenariale du début jusqu'à la fin, parce que j'ai le sentiment que ensemble on va plus loin, et que quand on travaille ensemble à un projet, c'est mieux que quand on se passe la balle les uns après les autres, et puis qu'il y a des allers-retours, ça marche pas, qu'on critique. Voilà. Dans cette logique-là,
sachant que nous, entreprise générale, on est très, très orienté sur la décarbonation, une démarche globale. Le réemploi, quelque part, c'est la première brique. On est vertueux, on est sobre quand on réemploie, quand on réutilise, quand on ne reproduit pas. Donc, cette démarche de réemploi et quelque part, la démarche de réhabilitation au sens large, c'est la première brique, c'est la première chose qu'on va chercher à faire quand on veut faire du bas carbone. Et donc, effectivement, sur le papier, tout le monde est super d'accord, il faut faire du réemploi. Et puis, le casse-tête, ça a déjà été dit par les deux premiers intervenants, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire ce réemploi. Alors, nous, on l'aborde à différentes échelles. Peut-être le premier, enfin, si je retenais 3 mots, il y a méthode, il y a développement de flux, et puis après, il y a développement de filière. Au niveau de la méthode, on va mettre, nous, entreprise générale, à disposition du projet, à disposition de l'équipe de projet, équipe au sens large, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, bureau de contrôle, entreprise, sous-traitant, notre savoir-faire, notre ingénierie, notre matière grise disponible, pour qu'on puisse réfléchir à une méthode, un pattern qui serait réemployable chaque fois, parce qu'en définitive, il y a autant de chemins que de matériaux. Donc on ne va pas avoir le même réemploi sur une brique, sur un corps de chauffe d'équipement technique, sur un appareil sanitaire. Et donc l'idée, c'est déjà de réfléchir, nous, en amont, sur quelle est la méthode. Qu'est-ce qu'on peut essayer de réemployer, réutiliser à chaque fois. Le réemploi pour réemployer. La deuxième chose, c'est que nous, en interne, on va essayer de porter, principalement par le biais des projets sur lesquels on est, un certain nombre de flux. C'est-à-dire, on va se spécialiser, ou on va chercher, on va faire acte de recherche sur comment est-ce qu'on réemploie des portes, on l'a dit, comment est-ce qu'on peut réemployer des corps de chauffe. Ça, on est en train de nous travailler là-dessus chez Rabo en ce moment. Donc, quelle est la méthode? Donc là, c'est une deuxième étape. Il y a la méthode au début, on structure une méthode, ensuite on développe des flux qu'on va plus ou moins maîtriser, et puis puisque derrière tout ça, le réemploi, ce qui va faire que ça va vraiment prendre, c'est une question de volume, on va participer à un écosystème de manière à essayer de faire croître les volumes. Donc ça, c'est très large. Ça peut aller de la mise à disposition de ce qu'on a pu nous trouver. Moi, j'ai la conviction que, à nouveau, c'est comme sur les projets, ensemble on va plus loin. Donc si on met en commun notre savoir, tout ce qui a été trouvé par les uns sur les autres, sur les différents cas de réemploi, c'est là que le volume va exploser. Voilà. Donc il y a vraiment ces 3 étapes-là, sachant que nous, entreprises, effectivement, on n'a pas vocation derrière à être en première ligne sur des filières. On n'a pas vocation à faire de la massification sur du réemploi de tuiles ou du réemploi de portes. Voilà. Tout ça, ça demande beaucoup de temps. Et pourquoi du temps? Parce que, comme vous avez pu l'exprimer, il faut réussir à mettre d'accord tous les acteurs qui sont autour de la table, de manière à ce qu'il y ait un bon deal qui soit trouvé, que tout le monde soit en pleine connaissance des risques, et qu'on puisse se dire les uns les autres, voilà, le risque il est connu, il est maîtrisé, et on est prêt à porter ce risque, on connaît on sait quelles sont les conséquences, c'est plus facile si il n'y a pas d'impact sur le fonctionnement du bâtiment. Voilà, tel élément est défaillant, ça ne va pas nous empêcher d'utiliser le bâtiment. Bon, la surprime d'assurance, elle sera un peu moins importante. Voilà. Tout ça, vous avez pu l'éprouver déjà sur le chantier. On a commencé à l'éprouver. Alors là, pour le coup, je parlais avec la casquette Rabo, parce que je connais. Nous, notre premier gros chantier de réemploi, ça a été en 2017, le siège de la WWF sur Paris.
Et puis depuis, il y a une dizaine d'opérations sur lesquelles on a vraiment fait du réemploi à échelle, on va dire à échelle significative. Dans les choses. Alors, il y a différents types de réemploi. Ça peut être du réemploi, et c'est d'ailleurs ce qui fait un petit peu la complexité, c'est qu'il y a tellement de cas différents. On peut avoir du réemploi ex situ, c'est-à-dire on prend un élément et puis on l'envoie, une dalle qui va devenir, enfin un voile porteur qui d'un seul coup va se retrouver en dalle quelque part. Il peut y avoir du recyclage in situ. On prend, c'était l'exemple des tuiles qui ont été données, on dépose la tuile, on la repose. Après, on peut faire du upcycling. On a fait un très beau projet sur Paris là, pour les bureaux le siège de la station d'épuration de Bonneuil, où on est venu créer des façades avec un lien très fort avec l'architecte en matériaux de réemploi. C'était des façades, un parement qui était constitué de cailloux, de briques, de planches qui avaient été récupérées. Et puis, j'ai envie de dire, l'étape d'après, c'est aussi de penser le réemploi futur et de se dire, même sur du neuf, on imagine le réemploi de ces matériaux et on va favoriser des matériaux qui sont demain facilement déconstructibles et puis réutilisables, avec bien sûr toute la documentation associée, puisque c'est ce que vous avez dit, pour qu'on puisse faire du réemploi de manière sereine. Quelque part, il faut avoir la carte d'identité du matériau. Si on sait dire, ce matériau, voilà, sa carte d'identité, c'est là, à l'origine, il a été produit par un tel, voilà dans quelles conditions il a été utilisé, voilà aussi dans quelles conditions il a été déposé, stocké proprement, ça facilite grandement le réemploi. Et du coup, Rimbaud, voire même les EGF, aujourd'hui alimentent, on a vu le booster tout à l'heure sur le réemploi, il y a aussi un autre outil, forme de recherche ou d'incubateur, je crois qu'il s'appelle Reconvert. Oui, alors effectivement, nous on est pas membre et parrain du booster, là, parce qu'on trouve que c'est vraiment une initiative géniale. C'est le tout démarrage, on est en train de regarder notamment quelles actions de formation ça va pouvoir donner. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous on est 650 chez Rimbaud, les gens qui sont à l'aise pour parler du réemploi, il y a une ou deux personnes chez nous. Et donc la vraie question derrière tout ça, c'est quand on va vouloir démocratiser, comment est-ce qu'on peut former nos équipes, aussi bien sur de l'amont, des commerçants, des gens d'études de prix qui puissent faire les bons devis, combien ça coûte de faire du réemploi, et puis derrière les équipes de chantier. Donc il y a là la première grosse action, on va dire au-delà des structurations de filières dont j'ai pu parler, c'est comment est-ce qu'on peut former en interne de façon à ce que le réemploi devienne quelque chose de naturel. Vous le mentionnez, effectivement, on s'est lancé aussi dans une chaire qui est portée par l'IMT de Douai, qui s'appelle Reconvert, dont l'idée, qui va se finir là, donc ça fait 3 ans qu'elle est lancée, elle a été lancée en plein Covid, et l'idée c'était toujours cette notion d'écosystème, centré autour d'une plateforme numérique, donc on va dire une extension du BIM qui s'appelle Batirim. Et sur cette plateforme numérique, l'idée c'est de donner des outils pour, quand on va sur un chantier, une friche, pouvoir référencer, calibrer les éléments qui sont réutilisables, réemployables, et puis ensuite, toujours par l'intermédiaire de la plateforme, orienter vers un certain nombre de filières, soit de stockage, soit de modification, et puis derrière de proposer aux gens qui voudraient faire du réemploi des matériaux de réemploi. Marie, apparemment, si vous êtes toujours là et en pleine forme, c'est qu'on peut effectivement mener ce genre de projet sans difficulté. Oui, alors moi je trouve qu'on n'en fait toujours pas assez, mais effectivement on a quelques projets assez engagés. Je vous ai préparé un petit PowerPoint, mais que je ne suis pas obligée de suivre à la lettre, donc vous pouvez les passer comme ça. En fait, moi, c'est une démarche que j'ai démarrée en 2005 quand j'étais à la Seine-Ville Renouvelée, côté aménageur, où je travaillais sur un grand projet de reconversion qui est l'Union.
et plus particulièrement sur Stephenson, qui était la réhabilitation de 30 maisons sous la table rase par une association d'habitants. Et au milieu de ce chantier que je menais pour Patrick Bouchin, on avait organisé une grande plateforme de réemploi. Tout ce qu'on pouvait remettre sur notre chantier, on le faisait, et tout ce qu'on ne pouvait pas pour des questions assurantielles ou de bureau de contrôle à l'époque, on le donnait aux gens du quartier, puisque finalement, en fait, du réemploi, on en fait tous chez nous depuis toujours, sans problème. Et d'ailleurs, vous verrez dans les quelques projets que je présente qu'on en fait beaucoup plus facilement dans le privé que pour le public. Voilà, c'est comme beaucoup de choses. Au début, on a commencé par des petites choses, du second œuvre, du mobilier, etc., ce qui était plutôt facile et facile à faire passer. Et puis on a commencé à s'attaquer à des sujets plus importants. Alors juste avant, là, quand même, parce que je le vois dans le reflet, en fait, moi je travaille le réemploi, mais aussi l'économie circulaire à toute échelle. Donc vous verrez que dans les exemples, il y a du réemploi. On utilise le matériau ou l'objet pour son usage premier. Je fais aussi de la réutilisation, où je change d'usage, et du recyclage, du upcycling, où je transforme la matière et je la réutilise autrement. Donc, par rapport à, si je reprends une petite anecdote sur Stephenson, on était obligé de faire des toitures neuves, et donc de déposer les toitures qui pourtant étaient en état correct, mais on n'avait pas à l'époque, on était en 2007, donc on n'avait pas les moyens de les reposer autrement. Donc on en a fait des murs de clôture, par exemple. On voit ce qu'est la photo en haut à droite. Pas mal de réemploi de sol, de matériaux qu'on avait déposés d'un côté pour mettre sur un autre chantier. Aussi, je travaille beaucoup sur les chutes. Limiter les chutes ou utiliser les chutes des autres. Donc ça, c'est le projet qu'on voit en haut à gauche. On ne voit pas le bâtiment en entier, mais il a une forme très très particulière. Et donc on a fait tout un savant plan d'assemblage pour que ce soit le pavillon sans chute. C'est le pavillon un des pavillons du Chanel à Calais. Et puis, voilà, si on continue, après, on a souhaité chercher des matériaux qui attaquent d'autres lots que le second œuvre. Donc, on a commencé à regarder les menuiseries. On a trouvé, en fait, moi, je cherche beaucoup les gisements moi-même. Donc, je vais visiter des entreprises, des fabricants, et je cherche ce qu'ils ont en stock. Je déstocke, en fait. Donc en haut, ça par exemple c'est l'agence, donc j'avais trouvé une série de portes et de fenêtres pour l'arrière de ma façade, finalement il n'y a pas beaucoup d'enjeux, j'étais prête à avoir une façade différente, enfin en tout cas celle que j'avais trouvée, pour un prix d'ailleurs beaucoup plus symbolique que ce que j'aurais payé avec des matériaux neufs. Donc voilà, il y a 2 permis de construire, puisque je fais les choses dans les règles de l'art, je déclare le changement de modification de façade, puisque finalement je trouve une série qui va mieux, ou qui est plus uniforme que celle de base. Voilà le corps d'état de la menuiserie. Donc, les menuiseries, donc, en fonction du client avec qui je suis, je vais plutôt aller vers du déstockage des erreurs de cotation d'autres confrères ou d'entreprises, ou je vais aller vers des menuiseries de réemploi si je suis avec du privé, par exemple. Autre sujet, dans toutes ces séries de chutes et de découpage, donc récupérer ce qui traîne à droite et à gauche, donc ça c'est un vrai sujet, hein, le stockage, la récupération des matériaux, etc. Donc comme je disais, je flirte un peu, puisque j'utilise parfois des choses qui sont encore sous DTU, enfin sous PV, c'est juste que ça a été découpé, mais le matériau n'a pas forcément été déjà posé. Et puis on a fait un gros sujet sur les panneaux de bardage, parce qu'on voulait absolument attaquer la façade, parce que je trouvais pas de... Là, le bois, en fait, il y a peu de chutes, le peu de chutes va en revalorisation dans des chaudières ou des plus petits chantiers, etc. Donc en bois on ne trouvait pas, le métal, tout ce qui tombe par terre à l'usine est remis dans le four, tout est commandé à la pièce, donc il n'y a pas de chute dans le métal. Et on s'est dit que dans les panneaux, il devait y avoir quand même un gros gisement. Donc on a travaillé notamment avec Etex et Keaton pour recenser ce qu'on pouvait récupérer. Et donc on a fait le chantier qu'on verra sur la slide juste suivante, je pense, sur le chantier du LFB. C'est un industriel du médicament qui est situé à Arras, et pour qui on a fait une usine de valorisation de ses déchets avec 2500 m² de bardage sauvé de la benne, on va dire. Voilà, c'est celui-là.
La complexité quand on travaille comme ça, c'est qu'on ne peut pas se dire j'ai envie de faire un bâtiment tout blanc ou tout bleu ou tout... Enfin, je suis obligée de composer avec ce que j'ai. Donc l'approche architecturale, elle est complètement différente. Et puis il faut essayer de le faire bien, beau, puisque le client a forcément envie il n'a pas envie d'avoir un bâtiment trop patchwork. Il faut aussi se dire que la matière, je ne la récupérerai pas. Donc si un jour, là pour le coup, je suis sur un bâtiment industriel, s'il y a un POC, je n'aurai pas la matière. Donc il faut que le bâtiment soit en capacité de s'adapter à une matière qui n'existera plus. Donc voilà encore quelques systèmes D pour détourner la complexité de la surabilité. Et le vrai challenge là sur lequel je suis en ce moment, c'est celui qui s'affiche. Donc ça fait 4 ans que je travaille sur un projet, à l'origine en tant qu'urbaniste, sur un projet qui est destination, c'est un ancien site industriel qui va devenir un grand projet de logement, puisque la ville de Bousbecq est en grande carence de logements sociaux comme logements en accession. Et donc ce site qui autrefois accueillait une fabrique de meubles va devoir être déconstruit. Donc j'ai été urbaniste, puis AMO pour l'établissement public foncier qui est propriétaire du site, et on leur a démontré qu'on ne pouvait plus faire ça, c'est-à-dire que dans la déconstruction ou démolition, on dépose un bâtiment en métal, on le broie, on l'envoie en fonderie, et un IPN qui a été broyé redevient IPN quelques mois après. Donc là, on a fait un grand projet de démontage avec des préconisations, etc. Et là, on s'apprête, on travaille actuellement sur 2 projets pour replacer ces bâtiments. Alors, malheureusement, j'ai cherché longtemps, et alors j'ai hâte de vous entendre, parce que j'ai cherché longtemps un preneur qui voulait bien de mes halles. J'en ai quand même 15 000 m². J'ai fait du porte-à-porte, la commerciale, ça n'a jamais marché. Donc on est en train de les transformer. On peut passer à l'étape suivante, à la salle suivante. On peut avancer un peu sur les photos. Donc on démonte, exactement comme on a monté. C'est aussi simple, entre guillemets, que ça, sur le papier en tout cas. On a quand même la chance d'avoir un appel d'offres qui est sorti au prix de ce qu'on avait estimé. Et là, donc, pour l'instant, on va réutiliser donc 2 des bâtiments. Un pour faire la salle des fêtes, qui est ici. C'est une salle polyvalente pour la ville de Tourcoing, donc qui va être faite avec une des charpentes métalliques de Bousbecq. Et le second, avec lequel on fait un hangar, c'est le petit, on est au tout début du projet, j'avais que ça à vous montrer aujourd'hui, mais le petit hangar qui est au milieu de l'image, qui va être fait avec le métal. Alors encore une fois, le métal, j'ai de la chance, parce que le métal, il suffit de savoir redonner la mesure de dureté et le certificat matière, donc deux examens, enfin deux tests qui sont assez simples et qui sont monnaie courante chez les charpentiers, mais depuis bien longtemps et bien avant qu'on fasse du réemploi. Ils manipulent le métal depuis toujours en fait. Donc je profite aussi des savoir-faire des autres pour réemployer et réutiliser des structures dans ce cas-là. Du coup, aujourd'hui, assez de recul avec les projets menés depuis longtemps pour délivrer certains conseils ou certains écueils à éviter. Quel mur ne pas percuter? Je dirais qu'il n'y a pas de règle, parce qu'effectivement, comme on dit depuis le départ, tout est, même ce que je vous présente aujourd'hui, tout est un cas unique. Toutes les histoires sont propres à un contexte, à un matériau, à un client. Nous, on communique beaucoup avec nos partenaires, nos clients, nos bureaux de contrôle, etc. Donc j'ai l'impression que c'est assez facile. C'est juste que tout prend énormément de temps. Et donc du coup, surcoût? Alors, surcoût et effectivement, comme vous le disiez, une maîtrise d'œuvre matière grise que j'arrive pas du tout à valoriser, ça c'est clair et net. Et pourtant, on vient me chercher pour ça parfois, mais ça ne change pas le prix et les taux de rémunération, malheureusement. Après, dans les prix, on a certains projets qui coûteront plus cher, mais on a réussi à convaincre en disant que ce seraient des premières presque nationales. Donc on nous a suivis là-dessus, mais ça ne marche pas toujours, forcément. L'exemple de Bousbecq avec l'EPF, l'EPF assume une partie, effectivement. Là, oui, effectivement, clairement, mais on l'a dit dès le départ. C'est-à-dire qu'on l'a même dit en tant qu'urbaniste, quand on a préconisé que l'étape suivante soit réalisée de cette manière. On l'a dit quand on a répondu à l'appel d'offres d'AMO.
et de maîtriser les constructions. On l'a dit dès les premiers chiffrages, on leur a dit d'aller chercher en interne, au national, les quand même presque 17% de surcoût sur ce projet. Et ça a été fait parce que si demain c'est un cas ça devient un cas courant auprès d'un organisme comme celui-là, ils le feront un peu de manière systématique. Merci Marie. Pierre, qui est archi-conseil au CAUE de la Somme, tu as aussi une autre vie. Oui, j'ai une autre vie. Je suis au CAUE de la Somme uniquement 2 jours par semaine. Par l'esprit, j'y suis bien depuis longtemps. Et je suis architecte libéral au Havre et architecte gratuit et militant pour le réemploi et co-initiateur d'un projet qui s'appelle le Hangar Zéro, ouais. Co-architecte avec Frédéric Denise, et puis aussi président, alors un peu homme de paille, de Permac, une plateforme d'échange et de réemploi des matériaux de construction, qui s'est adossé au projet du Hangar Zéro. Donc je disais, je parlais d'architecte gratuit parce que on a tenté de s'affranchir avec le Hangar Zéro, qui est un projet de tiers lui, en réalité, hein, qui est orienté vers le basculement écologique. Juste pour situer le Hangar Zéro. Le Hangar Zéro, donc c'est une friche, ça s'inscrit dans une friche portuaire au Havre, interface ville-port, quartier de l'Eure. C'est un ancien hangar à café et à cacao, dont le poids des tonnes ont pesé sur un sol qui a été successivement pavé, puis enrobé, et qui est constitué de 2 parcelles, une parcelle construite, donc c'est un hangar vide, puis une parcelle qui est une parcelle libre et qui va devenir une parcelle agricole, qui est déjà à l'heure actuelle, on peut passer d'ailleurs à la slide suivante, alors la suivante, et on reviendra après si ça ne me dérange pas. Voilà, on voit ici donc le bâtiment initial et une serre qui est à la fois une serre abritant un restaurant et abritant une serre aquaponique. Et donc le projet, sous-titre laboratoire citoyen du basculement écologique et social, et donc il a donc un projet militant issu d'un appel à projet Réinventer la Seine, où on a ambitionné, avec le minimum d'argent, avec les moyens qu'on avait, nous étions 4 autour d'une table pour imaginer un devenir à ce projet qui serait consacré aux expériences d'alternatives, de solutions pour aborder les enjeux écologiques. Et donc le réemploi, les modalités de construction en ont fait partie, les façons de s'alimenter, les façons de vivre et de décider en font également partie. Et on est parti sur quelque chose qu'on expérimentait, donc pour le coup surtout Frédéric Denise, nous étions tous les deux des architectes bien orientés vers l'éco-construction. Frédéric avait déjà une expérience depuis la fin des années 2000 en réemploi. Il est architecte de la Cité Fertile, si ça vous dit quelque chose à ça. Et donc l'enjeu minimum d'impact, donc matériaux biosourcés, matériaux géosourcés, réemploi. Réemploi, et puis aussi les conditions de construction. On a tenté de s'affranchir au maximum donc des fameux freins qui sont liés au réemploi, c'est-à-dire la relation à la maîtrise d'ouvrage. On a pris sur nous certains aspects de l'assurance en autoconstruisant, c'est-à-dire en créant une coopérative, et les sociétaires construisent eux-mêmes le projet. Et donc on atteint aujourd'hui un record, enfin c'est reconnu comme un record actuellement. On est à 67 au dernier tonnage, au dernier calcul, parce que le critère du réemploi, malheureusement quelque part, c'est le tonnage, mais on est à 67%. Ça fait qu'on est bien sur un record pour un établissement recevant du public et un établissement recevant des travailleurs. Il y a 2700 mètres carrés de plancher et des surfaces non chauffées et des surfaces agricoles. La structure de base, alors ça, voilà, on s'est affranchi aussi de certaines
de certaines limites de ce que dessinent les lois actuelles. On a débuté en 2016, donc on ne comptait pas sur les lois qui sont apparues, et notamment celles qui sont là depuis 2020, la loi GEC et les directives européennes. On a construit donc sur base de conteneurs maritimes. Donc, première petite particularité, on fait des croisements, on construit à partir d'objets qui ne sont pas qualifiés au départ pour la construction. De même, on construit avec des emballages, les emballages des nacelles de l'entreprise Siemens Gamesa qui construit des éoliennes à proximité. Donc des emballages monumentaux, en fait, qui font 4,50 m par 6 mètres parfois. Et on réutilise le bois et on expérimente aussi la façon d'entrer ça dans, non pas de la standardisation, mais de la massification. Donc, éviter de tomber dans les travers de la standardisation du XXe siècle, qui, en effet, on parle de projets, de techniques courantes et non courantes, mais il s'agit surtout de techniques majoritaires ou minoritaires, et c'est bien différent, c'est-à-dire que ça ne signifie pas nécessairement que ce sont des techniques performantes ou non performantes. Vous voyez, il y a bien une distinction à produire pour qu'on entre dans le monde du emploi, et ça fait partie des aspects qui dessine quelque chose, un basculement culturel dans la façon de penser l'architecture à partir du emploi. C'est qu'on est là à se poser, à se questionner sur la performance. Et ensuite, on essaie d'amener le monde de la construction, qui est formaté depuis le XXe siècle, premier siècle à ne pas utiliser les bâtiments anciens comme premier gisement de construction neuve. Donc voilà, et ensuite on peut passer les slides s'il vous plaît. Donc Permac, il se trouve que cette expérience qui au départ passait pour un objet est une expérience tout à fait uluberlue, depuis juillet 2020 notamment, depuis la loi GEC, les regards se tournent vers le hangar 0 et vers Permac. Des regards au niveau du territoire, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs, promoteurs, collectivités locales, acteurs du bâtiment, et on se tourne vers eux également. Et Permac et le hangar 0 deviennent animateurs du territoire pour organiser localement, donc pour l'instant c'est à l'échelle de la métropole, et c'est une échelle assez pertinente, pour organiser la filière du remploi sur base de ce qui existe, c'est-à-dire les entreprises, les acteurs divers. Donc sont conviés autour de la table assureurs, contrôleurs techniques, etc., entreprises, FFB. Donc ça, on en vient aujourd'hui. Donc ici vous avez les différents. C'est des projets qui datent un petit peu, ce sont des projets pour certains réalisés. Mais voilà le type d'action que prend en charge la plateforme d'échange et d'emploi des matériaux de construction. Donc l'expérimentation sur le hangar 0. Donc l'expérimentation, on se concentre justement par rapport à ces objectifs de caractérisation, de validation technique. On se concentre sur certains objets. Là, on vient d'avoir une belle subvention de l'ADEME pour valider une technique quelque chose qui peut être standardisé et massifié assez rapidement. Pour le coup, ça peut être standardisé, c'est-à-dire la fabrication de cloisons à partir de bois de réemploi, de cloisons séparatives, en substitution aux cloisons placostiles. Donc à partir de bois et de panneaux et de dalles 60-60, les fameuses dalles 60-60 plâtre et polystyrène. Et puis de trouver des fonctions, de dessiner des chemins à partir de ce matériau de base, ces matériaux de base qu'on trouve couramment. Et donc là, on se concentre vraiment sur une cloison qu'on voit peut-être quelque part, et ben non, on ne la voit pas. C'était dans les slides précédents.
Et donc du coup, le hangar 0 a dû gagner la confiance des acteurs locaux. J'imagine que c'est pas sur vos bonnes résolutions. Donc au départ, il y avait 7 appels à projets, l'agglo du Havre ou la ville du Havre, je sais pas, ou les autorités portuaires. Et donc vous avez constitué un outil avec les habitants, les autres acteurs, les propriétaires du site. Comment ça s'est passé ? Oui, il s'agit que le projet est un projet de... Alors tiers-lieu, c'est un mot vague. En général, je présente le terme en disant, en utilisant le terme de tiers comme autre, et de dire qu'un lieu autre, et un lieu perpétuellement autre, c'est un lieu qui se renouvelle constamment. Donc encore heureux, et l'école urbaine de Lyon ont émis le terme des lieux infinis, donc on fait partie du réseau des lieux infinis. Et donc c'est un lieu qui est ouvert à toutes sortes d'initiatives. D'ailleurs, il est ouvert en général, c'est bien un ERP avec restaurants, boutiques, espaces de spectacle, etc. Mais c'est aussi un chantier, il est perpétuellement en chantier. Il est encore en chantier pour le projet de base qui est déposé. On a aussi une espèce de permis en pointillé, qui était le terme, je crois, inventé par Rotor en Belgique, qui est le fait d'avoir un permis, puis même de prévenir l'administration qu'on a un permis de construire qui ne correspond pas à ce qui sera. C'est-à-dire que la serre, qui a été réalisée avec les menuiseries de l'école d'architecture de Normandie qui ont été déposées, n'a pas du tout le même aspect que la serre qu'on avait dessinée au départ. Rien n'a l'aspect de ce qui était dessiné au départ, y compris le plan d'ailleurs. Le plan est modifié constamment, donc ça va faire l'objet de déclarations successives. Et donc la confiance passe surtout par la fréquentation du public, par l'organisation de chantiers participatifs, puis par l'adhésion publique. En fait, il y a une affection particulière pour ce lieu qui produit des rencontres, qui produit des événements et qui mobilise. Mais autour de ça, il y a quand même un assemblage juridique, je crois, autour d'une SCOP ou d'une SCIC. Alors, sur le hangar 0, c'est une société coopérative. Le PERMAC viendra dans quelques mois avec une société coopérative. C'est actuellement une association. Donc, oui, alors après, comme tous les tiers-lieux, il y a une reconnaissance de fait. Il y a d'ailleurs beaucoup de choses qui sont produites de fait, mais qui ne rémunèrent pas le hangar. Il y avait, je crois également, pour l'avoir visité, des parcours de formation qui étaient intégrés au site, au lieu. Alors, il y a un projet, oui. Il y a un projet. En fait, c'est le projet, les deux projets sont devenus suffisamment attractifs pour que l'école d'architecture de Normandie, l'université de Normandie, l'école d'ingénieurs, l'INSA et d'autres établissements d'enseignement, les IUT génie civil, etc., s'intéressent au projet, propose au hangar et à PERMAC de s'associer pour réaliser, pour développer tout l'aspect formation, enseignement, jusqu'à la création d'un campus qui serait peut-être l'équivalent de ce que sont les ateliers de l'île d'Abo, c'est-à-dire sur le géosourcé entre Grenoble et Lyon, enfin, mutualisant les énergies des écoles d'architecture de Grenoble et de Lyon, qui dans les années fin 90, 2000, je ne sais plus exactement, ont lancé donc ce projet d'expérimentation, de sensibilisation au géosourcé, au biosourcé, surtout au géosourcé. Merci Pierre. L'enjeu, l'implication du plus grand nombre des citoyens, des consommateurs, des acteurs, c'est un des leviers du collectif que vous animez, Damien. Oui, bonsoir. Donc, Damien Grabat, architecte au sein de la SCOP Les Profit. C'est une coopérative d'architecture et de paysage qui existe depuis 2007, qui a été créée par 6 fondateurs, dont je fais partie, 4 architectes et 2 paysagistes. Et dans le but, on a créé une association au départ, et dans le but de faire avec les gens qui habitent sur place,
faire avec les matériaux, faire avec les espaces, et pas se dire qu'on vient ex nihilo ou faire tabula rasa sur un espace qui est déjà vécu par le premier projet sur lequel nous on s'est positionné, donc la création de l'association est vraiment un acte militant et politique. Et le premier projet sur lequel on s'est positionné, c'était sur le quartier des Trois Ponts, qui est un quartier à l'époque, donc en 2006-2007, qui était prévu, enfin qui a été détruit dans le cadre de l'ANRU. Et nous, on avait fait une contre-proposition pour, sans nier les problèmes socio-économiques qu'il y a dans le quartier, qui est un quartier de Besançon, dans Roubaix, donc la ville la plus pauvre de France. Et donc du coup, sans nier ces problèmes-là, c'était comment est-ce qu'on pouvait, qu'en utilisant le quartier et les gens qui avaient sur place, transformer ou au moins tenter de transformer ces problèmes. Et on avait proposé de faire une ferme urbaine sur l'ensemble du quartier, donc utiliser tous les espaces vacants, donc faire du réemploi d'espaces qui étaient inutilisés parce qu'à force de mésutilisation ou de logements qui se vident petit à petit, etc. Et donc comment les utiliser pour faire de la production agricole localement, et comment est-ce que ça pouvait générer et une autre image sur le quartier et aussi créer du travail, etc. Et en même temps que ce projet-là théorique, on avait initié avec le centre social du quartier une production de champignons dans un des appartements, avec lequel on a fait un repas de quartier, on a commencé à créer une petite économie. C'était vraiment le premier projet qui a lancé l'association, qui ensuite, petit à petit, a commencé à répondre à des projets, à des petites commandes, soit de municipalités, soit d'autres centres sociaux, centres culturels. Au départ, on était plutôt dans un champ culturel, ce qui nous a permis de beaucoup expérimenter des mises en œuvre un peu spécifiques. Donc on n'était pas du tout dans le cadre dans le champ réglementaire du bâtiment, ce qui nous a donné une liberté assez incroyable pour pouvoir expérimenter et des mises en œuvre et des partenariats avec plein d'acteurs locaux, avec des habitants. On a pu faire du chantier participatif nous-mêmes, on a pu mettre main à la pâte, on a pu fabriquer avec nos mains, ce qui était aussi une des volontés de la création de l'association, c'était nous faire avec nos mains et pas être une agence qui ne fait que cliquer, si je puis me permettre, même si je sais qu'on ne fait pas que ça. Mais voilà, c'était pas être vraiment sortir de l'ordinateur et sortir du bureau et vraiment être sur le chantier, faire avec nous. Donc on s'est expérimenté à la construction en terre, au réemploi beaucoup, à comment est-ce qu'avec ce matériau on pouvait redéfinir des mises en œuvre. Et en 2017, l'association s'est transformée en coopérative, donc en SCOP d'architecture et de paysage. Donc aujourd'hui, on est inscrit à l'ordre, et donc du coup, on répond à des commandes d'architecture et de paysage, donc on fait de la maîtrise d'œuvre. Et aussi, on a monté une association ALM qui, elle, porte des projets spécifiques sur des espaces qui nous servent d'espaces d'expérimentation, tant en paysage qu'en architecture. Donc pendant 6-7 ans, on a occupé un terrain à FIV qu'on appelait le Jardin Ressources et qui était un espace de formation en permaculture urbaine qui, du coup, c'était un espace vacant, c'était une pelouse qui servait peu, qui était fermée derrière une grille, qu'on a ouvert et qu'on a lancé en production. On a créé une fourragère à jardin là-bas, on l'a ouvert aux habitants, on a créé des espaces de convivialité, et du coup c'est devenu un espace public mais géré par les habitants. La mairie n'y allait plus pour tondre, c'était vraiment un espace ouvert et géré par les voisins de ce jardin-là. Là, on a monté une pépinière de quartier, donc pareil, dans un espace un peu vacant de la mairie de LM, qui du coup devient petit à petit un commun, et donc du coup c'est un lieu de formation, de la multiplication des ressources végétales urbaines. Donc du coup, on cherche, on va trouver des végétaux, notamment des arbres, des arbustes producteurs de fruits, des cerisiers, des pommiers, etc., qu'on vient remultiplier dans notre pépinière et qu'on vient redistribuer ensuite dans d'autres lieux de la ville.
Et en architecture, on a eu la chance d'acquérir une ancienne chaufferie en briques de 1894, qu'on a toute réhabilitée en utilisant un maximum de réemploi, matériaux biosourcés, et en ayant environ une cinquantaine de participants amateurs qui ont construit la charpente, isolé, fait l'aménagement. Et de ça, il y a eu 3-4 personnes qui sont parties ensuite en formation chez les compagnons charpentiers. Voilà. Est-ce que du coup vous arrivez à vous positionner sur d'autres projets que ceux qui sont naturellement les vôtres aujourd'hui, avec ce discours assez pratique? Alors oui, aujourd'hui on arrive à faire la maîtrise d'œuvre. Alors en paysage, on accompagne des architectes, on a répondu avec Ella Architecture à Paris dans le 19e, où on a travaillé sur les espaces, sur l'aménagement extérieur de logements. C'était 64 logements, le bâtiment il est en bois et en terre crue. Et nous on a travaillé sur les espaces verts, enfin divers. Et là on a réussi à le faire en deux parties, la mission. On a négocié 2 parties avec le promoteur qui est Giboire. Une première partie de maîtrise d'œuvre un peu classique, où du coup là on a dessiné le plan et on l'a fait faire par les entreprises. Et une deuxième couche qui, elle, est participative, donc après réception, où là, on est intervenu, nous, en chantier participatif, avec les habitants, donc après la réception et après l'aménagement des habitants. Et là, on a construit du mobilier et plus d'appropriation. On a nommé les végétaux, on a fait de la formation sur la gestion du patrimoine végétal qu'ils avaient, etc. Et en architecture, on travaille avec la mairie de Poitéron, qui est une petite commune dans les Ardennes, où là, sur la réhabilitation d'une halle ferroviaire, pour en faire un tiers-lieu. Et donc là, pareil, on travaille beaucoup sur réemploi de tuiles, bien sûr, réemploi façade en menuiserie, réemploi. 67%. Ouais, c'est ça, j'ai noté, j'ai essayé de faire la lettre. Alors, on a un objet étrange pour conclure ce tour de ce petit panorama des expériences des uns et des autres. C'est Maxime Lemaître. Il va se présenter, il va nous expliquer ce qu'il construit depuis 4-5 ans autour des hangars agricoles. Bonjour à tous. Alors oui, un objet étrange, je le prends comme un compliment. Alors oui, donc Maxime Lemaître, je suis gérant de la société Lemaître Environnement depuis 4 ans. Pour la petite histoire, pourquoi je suis là aujourd'hui avec vous, je suis fils d'agriculteur. Donc là on a inculqué des valeurs fortes en termes de ressources, on réutilise tout, on jette le moins possible. Et puis à côté de ça, de par mon parcours, j'ai été en maîtrise d'œuvre dans une collectivité où là j'ai pu gérer des chantiers, des appels d'offres de déconstruction et de désamiantage. Et c'est vraiment ce croisement de ces 2 parcours qui ont fait que en 2012, déjà j'ai alerté un petit peu la situation en disant on ne peut plus continuer comme ça, de voir des structures métalliques, bon déjà tout ce qui était second œuvre, les portes, les dalles de faux plafond, les ballons d'eau chaude, tout ce qui est jeté facilement. Et je voulais aussi qu'on endigue ce phénomène de structure, parce que toutes les structures métalliques, tout était broyé pour un peu d'argent à la ferraille. Le bois, tout était aussi broyé, ça partait en enfouissement ou en incinération. Donc voilà, il y a 4 ans, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure. Donc j'ai créé Lemaître Environnement, société de déconstruction des amiantages. Et tout ça dans le but de récupérer un maximum de structures, de ne pas les démonter bêtement, de vraiment les démonter de Z à A, vraiment dans le sens inverse duquel ils ont été construits. Et puis de recenser tout ça et de trouver des acteurs qui me suivent dans la démarche. Donc ça a été beaucoup de freins à lever. Donc le bureau d'études pour commencer, pour pouvoir trouver quelqu'un qui puisse me valider, me refaire des notes de calcul, les contrôles des matériaux et revalider derrière ces matériaux. Un bureau de contrôle également. Donc ça a été ces 2 premiers freins qui ont été ça a pris beaucoup de temps à lever. Ils ont été levés, le plus dur, ça a été de trouver une assurance.
Parce que demain, voilà, pour pouvoir vendre cette solution, il fallait pouvoir prétendre à une décennale et aussi dommage ouvrage. Donc ça a été chose faite. Donc on a réussi à lever ce frein il y a 1 an maintenant. Donc ça nous a permis de pouvoir avoir de l'avance sur nos récupérations de structures. Donc on a récupéré beaucoup de structures bois, du lamellé collé, beaucoup de charpente métallique. Et donc là, depuis 1 an, nous pouvons proposer de construire des bâtiments nouveaux à partir de structures d'occasion, avec une décennale ou une dommage ouvrage, pour les mêmes garanties que des bâtiments neufs. Et pour un coût? Pour un coût moindre, forcément. Donc je ne peux pas m'avancer parce qu'il y a beaucoup trop de monde pour que je vous donne des chiffres. Ça va être trop risqué pour moi. En l'occurrence, là, je peux vraiment avérer sur un sujet. Nous avons un client qui a récupéré un bâtiment de 800 m². Il a fait une économie d'à peu près 17% par rapport au neuf. Donc l'avantage, c'est que déjà il y a bon sens. Donc ça c'est quelque chose qui plaît de plus en plus aux clients, que ce soit privé, public, mais privé de plus en plus. Parce qu'on se rend compte qu'on a un peu marché voilà, depuis longtemps. Comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de métaux qui sont bêtement collectés, qui repartent en fonderie. Il faut savoir qu'aussi qu'il y a une bonne partie des métaux de France qui sont centralisés, qui partent en Inde ou en Chine, qui sont refondus et qui reviennent chez nous avec 30% de qualité en moins. Donc, le phénomène qu'il y a eu depuis une quinzaine d'années aussi, un phénomène de société qui a fait que les normes et puis un petit peu des garde-fous qui se sont installés psychologiquement, on a augmenté les sections de poutres pour pouvoir garantir une solidité sans avoir de problème. Donc tout ça, ça a engendré une augmentation des sections depuis par rapport à il y a 40 ans. On construit des bâtiments de 1000 m² avec des sections de 40 cm de haut, sans problème. Maintenant, vous verrez des supermarchés, des gymnases, les poutres que vous avez au-dessus de vous, ça va jusqu'à 1 m, 1 m 20. On a de plus en plus de toitures terrasses, qui engendrent aussi des sections de poutres beaucoup plus grosses que si on avait du double pente. Donc tous ces phénomènes-là font que les matériaux, les garde-fous qui ont été pris en plus les matériaux de moins bonne qualité, font que là on est vraiment devenu vraiment esclave des normes qui n'ont plus de sens, des abats qui ne sont plus forcément des fois, qui sont surdimensionnés. Et donc moi le but c'était vraiment de prouver avec nos équipes qu'on pouvait récupérer des bâtiments en les démontant proprement, de Z à A, et les reconstruire pour les mêmes garanties, pour une deuxième vie, et même dans 50, 60 ou 100 ans, une troisième vie, et qui sait, 4 ou 5 vies. C'est pas mal comme conclusion ça, c'est possible. Il nous reste une dizaine de minutes si certaines veulent poser une question, intervenir, verser un témoignage, c'est le moment ou jamais. C'est toujours la première qui est la plus difficile à surgir. Si quelqu'un veut intervenir. La seule question que je pourrais poser, c'est quid du problème de stockage? Parce que ça a été un peu évoqué, mais j'ai l'impression que c'est quand même un très très gros problème. La logistique et la logistique, stockage. oui. Pierre? Ouais, alors il se trouve que dans la loi, faut vraiment se pencher sur les évolutions depuis 2020. Vous disiez tout à l'heure, M. Klein, qu'il n'y avait pas d'obligation. Il y a quand même notamment cette obligation d'avoir des espaces dédiés au réemploi. Donc en effet, alors ça peut poser d'ailleurs des problèmes dans des communes qui n'ont pas la réserve foncière suffisante pour étendre leur recyclerie, leur déchetterie. Et autre obligation, il y avait une autre obligation, je vais le dire plus tard. Enfin voilà, oui, le rôle des plateformes, c'est notamment de gérer ce stock. Évidemment que pour amorcer, tant qu'on est au balbutiement de la filière, il faut essayer de continuer de travailler en flux tendu, comme toute la phase expérimentale qui dure depuis plus d'une décennie, l'a fait d'abord par obligation, pour des histoires de problèmes de qualification du déchet. Et puis là, aujourd'hui, pour le coût du stockage et de la disponibilité due à l'organisation qui n'est pas encore là. Je voudrais
répondre, sur les déchets ménagers, depuis des dizaines d'années, on a trouvé effectivement des leviers volontaristes, hein, en frappant à la caisse, en frappant effectivement très en amont. Et du coup, effectivement, les filières ont pu s'organiser. Je ne sais pas s'il faudra aller faire ça, ça existe pour les déchets électroniques, pour les déchets inertes. Donc c'est peut-être à multiplier sur l'ensemble des filières. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une question. Allez-y. J'ai une question pour les matériaux et pour le réemploi. Comme il n'y a plus de garantie de fabrication, des fois on ne sait pas d'où vient l'identité des matériaux. En tant qu'architecte, quand on fait la prescription, on a l'obligation de tenir, par exemple, fabrication, les normes CE, tout ça, des prescriptions demandées par les normes, par le marché. Et comment, dans ce cas-là, les acheteurs encourir des risques et comment encadrer le chantier avec les matériaux qui n'est pas garanti. C'est pas une réponse simple. Il veut prendre le risque de répondre à ça? La réponse est simple, si. La réponse est simple. Moi j'entends effectivement tout ce qui peut se faire et tout ce qui se fait, et bien évidemment, on ne peut que féliciter les évolutions. Après, aujourd'hui, ce que je répète, et je souhaite que vous soyez conscients, parce que c'est aussi derrière bien de se lancer sur un marché et vouloir faire du remploi ou prendre des matériaux sourcés sans avis technique. Moi, aujourd'hui, nous avons une loi qui s'appelle la loi Spinetta, qui est un carcan, c'est une loi d'ordre public, elle est incontournable. Moi, j'entends tout ce que vous dites les uns et les autres. Mais demain, s'il y a un sinistre et un problème, vous verrez ce qui se passera. C'est-à-dire qu'il va falloir payer. Et payer, ça veut dire qu'il faut quelqu'un qui paye. Et s'il n'y a que l'architecte et son assureur qui sont dans la boucle, je suis content que monsieur ait trouvé une assurance, mais j'aimerais bien voir les conditions dans lesquelles il est assuré, parce que malheureusement, je connais un peu les conditions d'assurance de mes collègues assureurs, et il faut regarder entre les lignes le nombre d'exclusions qu'il y a. Il faut être très très vigilant. Je ne peux pas vous garantir que demain, effectivement, si vous utilisez un produit qui a déjà vécu une décennale, qui n'a pas été requalifié derrière avec le processus dont on a parlé, avec un contrôleur technique, et vous avez raison, en amont, une mission d'AMO éventuellement et de certificateur qui lui-même va demander à un laboratoire d'aller vérifier que ce produit, pour tout vous dire. Le dossier dont je parlais tout à l'heure à Strasbourg, c'est Socotec qui était le contrôleur technique. Je peux vous raconter l'histoire. Comment c'est passé? On est sur des bâtiments qui appartiennent à l'armée. Ils sont en train de démanteler des casernes, et donc on récupère des matériaux de très bonne qualité, des briques, des pierres, des charpentes, bois et autres. Voilà. Ces matériaux sont cédés symboliquement, pour rien du tout, au département qui construit un collège. Voilà. Donc l'architecte, qui est un architecte pro-réemploi, utilise énormément de matériaux qui lui sont fournis par le maître d'ouvrage en réalité, puisque c'est un don fait par un autre ministère. Et qu'est-ce qui se passe? Pourtant, le contrôleur technique est là en amont. Le contrôleur technique donne son avis en disant non, ça ne sera pas du parement, ça sera de la structure. Voilà. Donc il y a vraiment un travail qui est fait. Je suis appelé peut-être au mois de juillet par l'adhérent qui m'explique la situation. Je lui dis, soyez vigilants, il va falloir effectivement envisager de faire valider ces matériaux. Il me dit oui, parce qu'on me demande de le faire moi-même. C'est là où je lui dis, pas question que vous validiez vous les matériaux, vous n'avez pas la capacité à le faire. Il va falloir faire appel à un laboratoire extérieur, faire qualifier ces matériaux par un échantillonnage. Voilà, donc on fait cet échantillonnage, on fait qualifier les matériaux, on a des résultats d'un labo extérieur avec un bureau d'études structure qui est là pour valider ces matériaux. On avance et on m'appelle 5 mois après en me disant patatrac, Socotec qui avait fait un avis favorable a envoyé le dossier à Paris, avis défavorable, donc on refait un contre-rapport par rapport au contrôle initial et on bloque l'ensemble de l'opération. On est quand même sur la construction d'un collège, on n'est pas sur la construction d'un abri de jardin. Qu'est-ce qu'on fait? On va nous voir les gens du département, donc moi j'y vais avec un de mes collaborateurs, j'ai l'assureur du bureau d'études structure et de l'AMO réemploi qui explique que cette opération n'est pas réalisable en réemploi. L'assureur est là quand même à mes côtés, hein. Moi je suis là pour l'architecte, lui est là pour son assuré de bureau d'études. Et je suis un peu énervé en disant c'est quand même un peu dommage parce que cet architecte avec son maître d'ouvrage a déjà fait des frais sous les conseils du contrôleur technique. Et là on me dit oui, mais maintenant il va falloir
l'assureur, il va falloir aujourd'hui donner une mission à Socotec, cette mission, fameuse mission de certification. Voilà. Et revoir l'échantillonnage. Donc on repart sur une nouvelle mission avec un nouvel intervenant. Évidemment, on est sur un marché public, donc le marché public, on te dit « Ah mais moi, c'est compliqué, je peux pas, comment je fais ?» Voilà, c'est ça la situation pour l'architecte qui pourtant tout fait correctement. Voilà. Donc oui, il va falloir, avant de vous lancer sur le sujet, avoir des matériaux qui soient qualifiés, que quelqu'un s'engage à les vérifier, et derrière, que le contrôleur technique vous donne son feu vert très en amont. Donc très en amont, il y a une chaîne de valeur qui doit se mettre en place. Autrement, ça sera un vrai problème de parcours du combattant. Mais c'est possible. Mais c'est possible. Mais non, mais il faut le faire. Il faut le dire, parce qu'il n'y a rien de pire pour un architecte de se retrouver. Oui, donc, il y a une dernière question. C'est juste que la deuxième obligation m'est revenue. Et en fait, le fond du sujet, c'est la massification de la pratique. Et heureusement que la loi y contraint. Et elle y contraint vraiment, en fait, parce qu'il y a une autre... Elle ne comprendra pas les assureurs. 2% d'obligation pour un maître d'ouvrage d'utilisation de en 2024, 5% en 2027, c'est une obligation légale. Oui, mais les assureurs, comme aujourd'hui, vous imposeront de montrer patte blanche. D'origine. Donc vous aurez les matériaux d'emploi, mais vous aurez dû subir tout ce système. Et donc derrière, ce que disait tout à l'heure Marie, c'est le coût aussi que les assureurs imposeront de vérifier que c'est assurable, donc demanderont à ce qu'il y ait des contrôles par des laboratoires extérieurs qui vont augmenter le coût de 7%. Oui, une dernière question. On a le témoin qu'on attendait sur les filières. Bon, alors peut-être un petit mot en fait quand même sur, je pense que c'est... Donc Frédéric Sage, je suis directrice générale du CD2E. Alors c'est vrai que je suis ravie d'entendre tout ce qui se dit sur le réemploi ce soir. Il y a des gens que j'ai déjà rencontrés en fait qui sont participés à des journées, qui sont des fidèles du CD2E. Je voulais dire quand même qu'il y a quand même des choses qui se montent et qui quand même commencent à avancer. Je sais que tout à l'heure ça a été dit, mais j'étais pas encore arrivée. On a parlé du booster du réemploi qui a été lancé au mois de septembre et sur lequel aujourd'hui on a quand même de la maîtrise d'ouvrage qui s'est engagée en fait avec quand même des volumes d'activité, des chantiers en fait qui sont partis. Ce qui est intéressant avec le booster du réemploi, c'est pour ça que nous on accompagne le booster du réemploi notamment sur la partie collective, c'est qu'en fait on a quand même derrière nous en fait Groupama, en fait on a un groupe en fait d'assureurs qui est là en fait pour certifier tous les produits en fait sur lesquels on va travailler. Et c'est vraiment ce qui nous a fait signer le booster, c'était quand même ça parce que ça permet en fait de se dire qu'à un moment donné les produits qui sont proposés à la maîtrise d'ouvrage, derrière, ils seront en fait certifiés par cet assureur. Là, c'était vraiment pour nous l'élément le plus important. Après, c'est un test, on verra en fait si le booster donne tous ses résultats, mais en tout cas, je pense qu'il fallait travailler cette dimension-là. Puis si vous voulez être accompagné sur ce sujet, je vous invite à venir nous voir au CD2E, on y travaille activement. Voilà. C'était la bonne formule pour terminer notre table ronde. On va applaudir tous les intervenants.